Ça. Voilà. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Plein Sens. Donc sur le sujet de l'expertise CSE, en posant la question suivante, c'est que dans quelle mesure le cadre de l'expertise CSE répond bien aux besoins actuels des représentants du personnel. Vaste question. Merci donc à Plein Sens de l'apporter. La personne de Niels Vaux, qui est donc, tu es le directeur général de Plein Sens. Et donc, merci à nos intervenants. Donc, Dominique Olivier, tu es, donc je tutoie tout le monde, hein, donc voilà, on est parti comme ça. Donc, Dominique Olivier, tu es le DRH de Bosch France. Voilà. Gilles Lécuel, tu es secrétaire national de la CFE-CGC en charge de tout le développement et du dialogue social, si je ne me trompe pas. Voilà. Didier Rivelois, tu es délégué syndical de PAM Saint-Gobain. C'est toute la partie de Saint-Gobain qui fait donc les conduits. Enfin, tu en parleras un peu mieux que moi. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Bonjour. Et Nathalie, alors c'est pas Nathalie, et Emmanuel Lavignac. Vous m'entendez? Ah, Nathalie, attendez. Je crois que son micro est coupé. Oui. Ouais, micro coupé. Allô? Papa. Tac. Activation du micro. Ah, voilà Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Ah, super, merci. Excusez-moi, je pensais vous avoir perdu. Bah, vous arrivez pile poil. Hein. J'étais là depuis un petit moment, mais vous ne me voyez pas. Je pense qu'il y avait un problème de connexion. Donc super de vous voir. Okay. Par contre, j'ai activé. Écoutez, attends, par contre, désactiver la caméra. Voilà. Excusez-moi, je fais un peu de. Voilà. Voilà. Et donc, Emmanuel Lavignac, vous représentez la Fédération CGT des bureaux d'études. Et donc, merci à vous cinq de participer à ces échanges qui vont se dérouler sur 3 séquences. La première, c'est quel constat vous faites sur le décalage, l'écart, le constat de la sous-utilisation d'un droit qui est le recours à expertise, hein, que ce soit dans le cadre la partie économique que la partie santé au travail, une sous-utilisation manifeste, et quel est votre constat par rapport à ça. Ensuite, comment on part sur le fond du sujet, c'est comment on peut articuler l'expertise qui est en quelque chose en soi et le conseil qui en est une autre, et comment les deux peuvent se compléter en bonne intelligence, et dans quelle mesure là ça répond à un besoin, et in fine, dans quelle mesure à partir de tous ces matériaux, de toutes ces ressources, que ce soit de l'expertise ou du conseil, et comment on s'en sert aussi pour nourrir l'interaction avec les salariés, la communication avec les salariés, le contact avec les salariés, donc comment on les, le terme un peu, et comment on embarque les salariés un peu dans des stratégies un peu plus collectives, avec une notion de dialogue social peut-être un peu plus élargie, et avec les contraintes que ça sous-entend. Donc voilà, donc il ne s'agit pas ce matin de... On parle bien du sujet du cadre de l'expertise, dans quelle mesure il répond bien aux besoins. Il ne s'agit pas de viser spécifiquement l'expertise, hein, l'expertise qui évolue en soi. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder Miroir Social du jour, où on met en ligne un papier sur le premier cabinet qui vient d'être certifié expert CSE. Avec la démarche qualité qui va avec, on n'est plus dans l'agrément, on est vraiment dans une certification homologation. Il s'agit du cabinet Impact Études, et on vous raconte comment cette démarche qualité va dans le bon sens pour les cabinets, à l'égard des élus dans la prestation, mais également, et c'est pas neutre, dans le cadre de la sous-utilisation, c'est également un blindage, entre guillemets, je reprends l'expression de Stéphane Rousse, qui est le directeur associé d'Impact Études, en termes de contentieux. Quand on arrive au tribunal avec un historique des dossiers, ce qu'on a fait, c'est historisé, c'est contextualisé, etc., ça a plus de poids que si un peu tous les éléments du dossier sont un peu dispatchés ici et là et sans aucun historique, etc. Donc, voilà. Écoutez, on va commencer le sujet avec sur le sujet de la sous-utilisation. Et avant ça, quand même,
Niels, tu vas commencer parce que c'est quand même intéressant de voir que Plein Sens, qui est une société d'études et de conseils, je rapporte tes propos, vous faites 10% de votre activité sur la partie expertise parce que vous êtes expert CSE, d'accord, et certainement en cours d'homologation par ailleurs, comme vos petits camarades. Qu'est-ce qui amène Plein Sens à se positionner sur un sujet comme celui-ci, alors même que l'expertise, c'est pas votre point de gravité? Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Merci Rodolphe et à tout le monde de permettre cet événement-là. Alors, quand tu es venu tu nous as proposé d'organiser finalement cette rencontre là aujourd'hui. Nous, on a sauté sur l'occasion. Ça nous semble le moment, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et surtout, du point de vue qui est le nôtre, donc tu l'as dit, qui est peut-être un peu atypique, une société d'études et de conseils, mais justement peut-être d'amener le débat avec ce regard-là qui est davantage peut-être une société d'études et de conseils qu'une société purement d'expertise. Et ce débat, il nous semble vital là, en ce moment parce que les modalités d'exercice de l'expertise sont en train d'évoluer avec l'arrêté du 7 août là, 2020. Et on voit que notamment, il y a un devoir de conseil qui est explicitement mis en avant dans le texte, ce qui n'était pas forcément aussi clair dans la méthodologie absolument remarquable qui était préconisée et mise en place par l'INRS jusqu'à présent. Donc, les lignes un petit peu changent. Donc, voilà, tous les confrères, les consoeurs, tout le monde est en train de effectivement rentrer dans la démarche de certification qui est différente de la démarche précédente. Et donc, cette question de, finalement, on redéfinit les modalités de l'exercice de l'expertise dans un contexte où il se passe beaucoup de choses, il nous semble. Voilà. Nous, on a été soit spectateurs, observateurs, soit partie prenante suite à la nouvelle, quand même, loi travail, même si elle date maintenant de 2017, avec l'emphase qui est mise et la pression qui est mise sur toute la négociation d'accords collectifs, où la question du travail réel, elle est hyper importante pour les bonnes négociations d'accords collectifs. Il y a l'ANI qui a été négocié en fin d'année, qui met l'accent sur la prévention primaire, qui est un texte hyper structurant, moi je trouve, quand on fait de la prévention et de l'accompagnement. Et puis il y a aussi, c'est peut-être plus à part, mais c'est très important, très justement sur les DPSE, avec les collèges, les homologations par les collègues, la dimension santé au travail a pris encore plus d'importance, et c'est normal qu'elle pouvait en avoir. Et donc, qui a remis aussi ce rôle et ce besoin à la fois d'expertise et de conseil, qui a enfoncé le clou, si j'ose dire, sur ce sujet sur lequel nous, on constate qu'il y a, évidemment, on va le voir, un déficit, une asymétrie de moyens entre les parties, et il y a un enjeu d'outiller le dialogue social sur ce sujet qui est très technique, en fait, aussi, des il me semble intéressant d'aider à ce que ce débat, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, qu'il y en aura d'autres, que ça, ça se prolonge pour davantage de moyens et d'impact et d'utilité sur ces travaux. Entendu. Merci Niels. Alors j'en profite, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais vous êtes nombreux à participer ce matin. Et donc, profitez-en, n'hésitez pas à enrichir les échanges en partageant vos retours d'expérience, posez vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Alors, par contre, il y a une perceuse qui, je ne sais pas où elle est. Je pensais qu'elle était chez vous, Dominique, mais non. Je réactive votre micro. Voilà, je réactive votre micro. Hop, normalement. Dominique, on vous entend ? Ah, voilà. Et là, j'ai un problème. Attendez. Excusez-moi. Oui, on vous entend. Parfait. Dominique, alors, par contre, je ne sais pas qui a une perceuse. C'est pas il y a une deuxième perceuse, Dominique. Ouais, c'est pas une Bosch, d'accord. Il y en a une deuxième. Elle n'est pas chez moi. Je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, il y a une deuxième perceuse. Si vous pouvez diagnostiquer le truc, n'hésitez pas. Alors, on passe à la première séquence sur la sous-utilisation. Alors, Dominique Olivier, vous êtes dans le DRH de Bosch France, et vous êtes un partisan de l'expertise CSE, mais quand on a cadré ensemble, vous m'expliquez clairement, c'était pas
c'était pas le prisme de tous vos collègues des RH, cette appétence sur cette vision de la valeur ajoutée que vous pouvez avoir pour vous en tant que RH, l'expertise. Et pour vous, en quoi c'est une erreur de ne pas voir les choses comme ça, et même dans des moments où il y a de la tension, on n'est pas d'accord, où il y a de la conflictualité, peut-être même a fortiori dans ces moments-là. Oui, j'ai beaucoup de collègues qui ont une certaine appréhension à l'expert, si ce n'est plus. Je pense que c'est tout simplement une erreur parce que ça sert à rien de vouloir combattre le code du travail, puisque l'expert est imposé à l'entreprise, autant savoir comment on peut l'utiliser à bon escient pour un partage d'idées. Et à ce titre, vous me mettiez aussi, alors certains de mes collègues disent aussi ça coûte cher. Bon, on pourrait dire que tout ce qui coûte cher est intéressant, mais je vous rassure, ça coûte beaucoup moins cher que les commissaires aux comptes des entreprises. Et beaucoup moins cher. Alors, quel intérêt d'avoir un expert? Je pense que l'intérêt, c'est au préalable d'avoir un dialogue social de clarté et d'essayer de faire comprendre aux représentants du personnel les enjeux de l'entreprise. Sauf qu'on n'y arrive pas toujours. Et que je pense que c'est là où l'expert a un rôle important. C'est quand je dis que c'est un vecteur de communication, c'est un vecteur de communication tant ascendant que descendant, vers les représentants du personnel et aussi vers une direction générale. Il serait dommage, je pense, parce que là aussi il y a un coût, qu'on n'utilise pas, nous, les bons messages que peut nous apporter l'expert d'un CSE. Et donc, par exemple, je citais Rodez, on échangeait, Rodolphe et moi, sur Rodez. On a un projet de réorganisation assez marquant puisqu'on passe les effectifs de 1200 à 500 personnes et on a mis en place l'expert avant l'infoconsultation. Donc, ça fait 5 mois qu'il travaille avec les représentants du personnel, y compris dans, je dirais, une préparation dans les négociations à venir qui vont être difficiles. On est vraiment en plein dans le sujet parce que on est dans le cadre d'une mission, d'une stricte mission d'expertise normalement, dans le cadre d'un projet, d'une restructuration. Vous le faites bien en amont de l'information consultation et vous actez le fait qu'il va y avoir un élément de négociation dans l'intervention de l'expert. Oui, bien sûr. Pour vous, c'est classique ça. Je vois pas comment on pourrait refuser cela en plus. Je pense que ça présente toujours un intérêt. On est sur une ligne très dure quand on fait un projet de réorganisation de ce style. Et on a des représentants du personnel qui ont là une difficulté majeure. Je crois que c'est leur rôle le plus difficile à avoir. C'est accompagner une réorganisation avec des impacts sociaux. Ils sont pas toujours préparés à cela. Et donc, l'expert doit être également là pour les accompagner. Ok. Très bien. Alors, Dominique, vous avez jamais de contentieux chez vous, chez Bosch, sur le recours à expertise? On a eu des petites discussions de temps en temps, mais c'est pareil. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce poste. J'ai évolué dans la fonction. Et je pense que quand il y a de la confiance et quand il y a du respect, on arrive à comment dirais-je, à enlever les points de tension. Dans un groupe international, ce qui est très compliqué, c'est permettre à l'expert d'aller vers les directions générales. Mon groupe est allemand, et en l'occurrence sur le projet de Rodez, la semaine dernière, l'expert était 2 jours en Allemagne pour voir les dirigeants allemands de la division concernée. Et ça, c'est surtout le plus compliqué, par exemple dans des entreprises anglo-saxonnes, c'est de faire comprendre que un expert des représentants du personnel a accès à tous les documents de l'entreprise. Tout à fait. Merci Dominique. Gilles Lécuel, donc tu es secrétaire national CFE-CGC en charge du dialogue social. Et toi, quand on préparait, tu me disais que le législateur, dans le cadre de la réforme des ordonnances et du passage en CSE, avait pris comme exemple sur le cas de l'expertise les situations exceptionnelles pour en faire des cas communs et bâtir un cadre à partir de là. Et pour toi, il y a un problème là-dessus, c'est de partir des exceptions pour en faire une norme très restrictive, telle que vous l'appréhendez. C'est un sujet qui va pas dans le sens de l'acceptabilité du droit
à l'expertise, à l'accompagnement par des tiers, par les élus. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que les collègues de Dominique voient d'un mauvais œil l'expertise. C'est qu'on a peut-être un peu trop tendance à associer l'expertise aux difficultés de l'entreprise et à faire appel à lui quand il y a des problèmes économiques qui conduisent à avoir des plans sociaux. Et donc, il y a un côté négatif qui est mis sur l'expertise, peut-être au niveau de l'entreprise, et qui fait qu'on fait appel quand il y a de la conflictualité. Alors, le législateur, il a eu exactement le même raisonnement. Peut-être qu'il y a eu un lobby patronal aussi qui fait qu'il a eu cette bonne idée, puisque c'est un des arguments qui était évoqué notamment par Antoine Fouché quand on parlait de la fusion des instances. Et ce qu'il évoquait régulièrement, c'était qu'en cas de difficulté, eh bien, il y avait une double expertise qui se faisait, l'une dans le CHSCT et l'autre dans le CE. Donc deux expertises dans un même établissement, pour lui, c'était inacceptable, alors que les sujets traités étaient complètement différents. Puisqu'en CHSCT, on regardait l'impact sur l'organisation du travail et sur la santé des travailleurs, donc je dirais pour ceux qui restaient dans l'entreprise, alors que l'expertise du CE avait plus une vocation économique, regarder le bien fondé de la situation économique qui justifie le plan, et puis on s'occupait aussi de ceux qui partaient. Donc deux expertises différentes, mais apparemment le gouvernement s'est pas rendu compte que c'était des sujets différents. Alors la fusion des instances qu'il a fait a conduit également à la fusion des expertises. Et je pense qu'on y perd beaucoup en qualité. Et c'est un peu dommage de raisonner un petit peu sur des situations exceptionnelles, alors qu'on devrait mettre en place les systèmes et les instances sur un fonctionnement normal de l'entreprise. Si vous voulez, je compare ça un petit peu. J'ai eu autrefois des Citroën du type XM ou C5. Il y avait des systèmes au niveau de la voiture qui permet de rouler en situation normale. Puis on avait un bouton qui permettait de la relever quand il y avait une situation exceptionnelle. Donc on ne roulait pas tout le temps avec le bouton qui permettait d'avoir la voiture en position haute, mais on roule bien en permanence avec le fonctionnement normal de la voiture. Tout à fait, Gilles. Mais et également, quand tu parles de situation exceptionnelle, et aussi, il y a aussi le prisme, parfois, il y a la caricature, j'emploie bien le terme à dessein, sur l'expertise CSE, qui est, entre guillemets, l'impôt révolutionnaire, le côté pour le rapport de force, ce qui existe, sauf que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg de l'expertise, et vraiment, et que de plus en plus maintenant les entreprises ont les moyens de le contrer, etc. Et que c'est pas sur ces cas où vraiment l'expertise est vraiment dans la logique de rapport de force, où c'est vraiment on est vraiment dans une logique de rapport de force et quelque part, l'objet même de l'expertise importe peu, et c'est en soi un problème, mais ça, c'est loin d'être la généralité, et surtout la généralité, et je reviens là-dessus, c'est quand même la sous-utilisation, dans quelle mesure, et je pense que c'est le sujet aussi de ce matin, c'est de voir dans quelle mesure n'importe quel élu qui soit dans une petite boîte, une PME, enfin plus de 50, qu'il soit syndiqué ou non, puisse se sentir à l'aise et concevoir que c'est complètement acceptable de solliciter l'assistance d'un tiers pour se faire accompagner dans le cadre de sa négo, l'information consultation, etc., et que ça soit complètement banalisé. Et c'est bien le sujet de ce matin, et de pas se rigidifier, se figer sur des positions extrêmes comme on a pu le voir historiquement, etc. Dans quelle mesure il faut le dépasser, ça? Il faut effectivement considérer l'entreprise comme un bien partagé. C'est quelque chose qui est très cher au cœur de la CFE-CGC. Ça veut dire qu'on doit être en capacité, quand on se met autour de la table, de prendre la bonne position qui permet de faire avancer l'entreprise. Parce que si l'entreprise avance, les salariés avancent également avec. Donc c'est un petit peu la vision. Alors l'expert, pour cela, il est primordial, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, il y a l'accès à l'information.
hein, qui manque très souvent dans l'entreprise. Si les entreprises jouaient tout le jeu, on pourrait avoir accès aux documents qui sont peut-être confidentiels, mais qui sont aussi importants pour bien comprendre la stratégie de l'entreprise et prendre les bonnes positions. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a que l'expert qui a accès à ces informations. Donc le positionnement que l'on doit avoir, c'est l'accès à l'information. C'est après l'étude technique que l'on fait de toutes ces informations pour bien comprendre le fonctionnement du marché et de l'entreprise. Et puis après, c'est la position politique qu'on doit en tirer. Et si on n'a pas les deux premiers éléments que peuvent nous apporter l'expert, eh bien, on peut se louper complètement sur la partie position politique. Entendu. Merci Gilles. Emmanuel Lavignac, toi, quel est un peu ton, au regard de ce que tu as pu entendre, un peu ton regard sur l'expertise CSE et dans quelle mesure pour toi ça recouvre ou non une réalité, le cas de la sous-utilisation de ce droit, normalement ce qui est un droit. Voilà, si on peut commencer là-dessus, c'est un peu quoi, quel est ton constat, ton regard sur l'usage? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, là, de ce que j'entends ce matin, moi, la conclusion, enfin, on n'est pas encore à un moment de la conclusion, mais je voudrais déjà revenir sur deux choses. C'est-à-dire que oui, un expert est utile par rapport à la question, c'est utile, bien évidemment, au CSE, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus surestimer le pouvoir d'un expert. J'entendais tout à l'heure un collègue qui parlait de 20 ans d'expérience en CSE, par exemple. Donc quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement d'un CSE, quelqu'un qui est capable d'anticiper les problématiques économiques ou stratégiques et surtout le projet économique de son entreprise, va pouvoir utiliser l'outil de l'expert pour, j'ai envie de dire, sonder le cœur et les reins de l'entreprise, puisqu'en fait, c'est ça. L'expert, il vient là parce que nous, comme il a été dit précédemment, on n'a pas la possibilité d'avoir certaines informations. Donc, c'est bien un manque de transparence de l'entreprise qui a créé le besoin pour les IRP d'avoir des experts. Donc, déjà, il faut quand même partir de ça. Donc, c'est un outil qui permet au CSE de rendre ce qu'on appelle le fameux avis éclairé sur la situation. Alors, je voudrais revenir quand même sur les trois obligations. D'abord au CSE, c'est-à-dire l'obligation de consultation sur la politique économique et financière, stratégique, quoique souvent on revient un peu là-dessus, et le législateur d'ailleurs est un petit peu revenu sur l'obligation de la stratégie, on est bien d'accord, et la politique sociale. Donc là, ce sont les trois éléments, les trois moments où le CSE a le droit et le devoir de donner son avis. Mais l'avis, on est bien d'accord, n'est qu'une consultation. On est bien d'accord qu'un CSE, au final, ça n'est qu'une décision unilatérale de l'employeur. Parce que même si la consultation, votre avis est défavorable, ça ne changera pas la politique de l'employeur. Donc, l'expert, il arrive dans ce cadre-là. Il arrive dans ce cadre pour essayer quand même de donner cette transparence. Mais le travail d'un IRP et d'un syndicat, c'est de toute façon, à partir du moment où il ne peut pas vraiment influencer sur la politique et la stratégie de l'entreprise, c'est de ramener ça aux salariés, en fait. Nous, l'expert, il est là pour affiner notre analyse et que nous puissions avoir après un retour, comme il a été dit précédemment, politique envers les salariés pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui risque d'arriver. Et en bien ou en mal. Donc moi, je reviens sur l'utilisation de l'expert sur la durée pour permettre d'avoir une analyse complète et anticiper si jamais il devait y avoir des problématiques et des restructurations. Parce que très souvent, ce qu'on nous met de dire, c'est que lorsque vous avez les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les PSE, ça va tomber du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous savez que l'entreprise ne va pas très très bien, et puis tout d'un coup, et il arrive souvent d'ailleurs au mois d'août, que l'employeur décide de ou fermer un site, ou faire une restructuration, ou faire un PSE. Et donc là, ce côté brutal, tout d'un coup, on va chercher les experts pour déjà essayer de reculer la mise en place du PSE. Et c'est déjà trop tard. Donc oui, pour moi, l'expert, c'est un facile pour essayer de comprendre l'entreprise. Ensuite, je finirai là-dessus. Le manque d'expertise. On remarque que de plus en plus d'entreprises n'ont pas recours aux experts. Mais il y a aussi des raisons structurelles. C'est-à-dire que le CSE aujourd'hui, il faut quand même obtenir l'accord du CSE en entier pour faire une expertise. Même si la loi nous donne la possibilité de faire une expertise,
il faut quand même l'accord de tous les titulaires du CSE. Or, aujourd'hui, les titulaires du CSE ne sont pas forcément issus de syndicats. Vous savez très bien que c'est sur 2 tours. Vous avez un premier tour qui est une élection syndicale. Et donc là, vous avez des gens qu'on va essayer de former et qu'on estime formés à la négociation. Et vous avez un deuxième tour avec des titulaires qui sont donc candidats libres. Et quand vous vous retrouvez avec un CSE avec des gens formés, non formés, eh bien pour l'employeur, surtout parce qu'en général, il joue sur en fait, de dire que ça a un coût, ça peut frapper certains esprits, c'est terrible à dire, mais au niveau des titulaires notamment non formés. Donc il y a une culpabilité du CSE, mais la réalité de l'employeur, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'effectivement, surtout s'il a des ambitions ou des projets de restructuration qu'il sait qui restent d'être douloureux dans l'entreprise, il n'a pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un qui donne vraiment cette transparence dont on a besoin. Donc, le prétexte du coût permet de bloquer, et quelquefois, le CSE, alors qu'il a tout à fait la possibilité d'avoir recours à un expert, vous n'obtenez pas la majorité pour l'avoir. Et c'est un problème. Ouais. Et Emmanuel, tu pointais un autre point qui était, je trouvais intéressant, et c'est un peu limite paradoxal. Tu disais que, à la limite, c'est au moment où on est passé en CSE avec un renouvellement majeur des équipes, et que tu disais que c'était à ce moment que vous constatiez, vous de votre fenêtre CGT, bureau des fédérations CGT bureau d'études, que c'était plutôt les élus qui avaient de l'expérience, qui avaient de la bouteille, qui étaient à l'aise pour recourir à l'expertise. Or, c'est plutôt en tout début, au moment où on prend son mandat, qu'on a peut-être le besoin d'être le plus assisté, et c'est là où les élus sont les plus tendres et les moins enclins à aller poser le sujet de l'expertise auprès d'autres collègues peut-être non syndiqués, etc., et de défendre le truc auprès de la direction également, et auprès des élus. Il y a un paradoxe là, non? Oui, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe parce que l'élu qui est là depuis longtemps, effectivement, on peut même penser que quelquefois, il n'a pas besoin de l'expert pour analyser la politique économique de l'entreprise avec les éléments qu'il reçoit de l'employeur. On pourrait penser ça, mais il sait très bien aussi que ça va d'abord, quand vous demandez à un expert d'analyser un projet, vous gagnez du temps aussi, parce que là, on ne parle pas d'une chose, c'est les délais contraints qu'aujourd'hui les experts ont. C'est-à-dire que vous gagnez du temps avant de donner votre avis. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, parce qu'il sait que de toute façon, il y a des choses qu'il n'obtiendra pas tout seul, certains documents que l'expert peut réclamer au commissaire aux comptes, par exemple. Donc l'élu qui a un peu plus de bouteilles, et c'est très important, la transmission aujourd'hui syndicale pour savoir pourquoi, il faut quand même demander à ce qu'il y a le recours à un expert. Oui, il y a un paradoxe. Et après, le deuxième paradoxe, c'est effectivement que comment fait-il que des nouveaux élus se disent non, finalement, j'en ai pas besoin. Justement, c'est justement à cause de cette, on va dire, non-expérience qui fait que l'employeur peut facilement tout simplement dire, écoutez, ça a un coût, je vous donnerai les éléments, voire même, je peux mettre à votre disposition l'expert comptable de l'entreprise, quand même. Il faut savoir que ça existe. Et je finirai là-dessus sur aussi autre chose, c'est que oui, l'expertise est un droit, etc. Mais vous avez parlé de l'effectif. Le nombre d'entreprises de moins de 50 salariés dans le pays est quand même majoritaire et n'ont pas le droit aux expertises, on va dire, économiques. Les alertes économiques, les alertes sociales ne sont valables que pour les très grandes entreprises. Donc en fait, il y a quand même un problème pour l'accès et puis le financement 100% de l'employeur ou pas. Tout ça n'est pas. Et puis la procédure d'essayer d'obtenir l'expertise grâce au vote majoritaire normalement du CSE. Donc, en fait, alors excuse-moi, Emmanuel, effectivement, ça a été corrigé dans la salle par. C'est majoritaire, c'est pas unanimité. À un moment, tu as dit unanimité. Non, c'est majoritaire. Majoritaire. Non, majoritaire. Ouais, non, majoritaire, bien sûr. Majoritaire. Merci, Emmanuel. Didier Rivelois. Donc vous êtes délégué syndical central CFE-CGC chez Saint-Gobain PAM. Alors rapidement, quelle est un peu la situation de l'expertise au sein du groupe, de l'entreprise, dans un contexte un peu tendu où vous êtes en phase de potentiellement de rachat, en tout cas vous êtes mis sur le marché. Non, juste pour préciser un petit peu l'expérience, Saint-Gobain PAM en Lorraine, c'est 2000 personnes, 7 sites, donc un CSE central, et on est actionnaire majoritaire d'une quinzaine de sites à travers le monde, donc des filiales en Chine par exemple.
J'ai été secrétaire du CE, du siège. Et là, j'ai vécu ma première expertise contrainte pour l'employeur, qui a été d'une grande richesse. C'était une expertise sur les RPS lancée par le CHSCT dans le cadre d'une réorganisation du siège. Et là, ça a été un travail de préparation au niveau de la lettre de mission qui a été formidable. On a appris énormément et l'expert a réussi à mettre des mots, à faire des classifications, à faire des mesures sur des tas de signaux faibles qui nous mettaient en panique complète, parce qu'on ne savait pas trop. Et on a pu faire une photo de famille qui a été énorme pour nous, pour l'employeur et pour les salariés, notamment les managers qui étaient fortement intéressés. En début 2019, effectivement, on a appris que Saint-Gobain avait un projet de nous vendre au numéro mondial chinois. Et donc, on l'a mis dans la presse avec un collègue CFE-CGC le 2 avril 2019. Et derrière, on a bousculé toute l'organisation du CESEC. On a repris la majorité et on a lancé un droit d'alerte économique avec le cabinet Syndex, qui était le cabinet historique du groupe, et toujours le cabinet historique du groupe. Et là, on a pu effectivement travailler sur la stratégie, sur les risques pour le groupe, pour Saint-Gobain PAM, parce qu'on a un groupe de 2000 personnes en France et 4000 maintenant Europe et monde. Et l'expert nous a emmenés sur plusieurs expertises. La dernière, alors il y a des expertises effectivement politiques, sociales, économiques, financières, stratégiques. Et là, la qualité et les échanges en termes de présentation font qu'il y a vraiment un support, un échange avec la direction générale, la partie de la direction générale qui veut bien écouter l'expert. C'est-à-dire qu'on est en complémentarité, je dirais, sur tout ce qui est les indicateurs extra-financiers, en plus de ceux que l'expert comptable traite, je dirais, mécaniquement, pour dire que les comptes sont justes. L'expert qu'on a pour le CSE vient apporter toute la connaissance et toutes les subtilités d'une démarche avec des risques et des opportunités. Et ça nous a fait énormément de bien pour tous les élus du CSE. Pour tous les élus, et ça fait 2 ans qu'on est sur ce chemin. Et la dernière expertise, c'est une expertise négociée avec la direction. Le 22 juillet 2020, donc à 2 jours des fermetures des usines, la direction nous a annoncé qu'elle faisait un projet de restructuration juridique, donc découper tous les pôles. Le grand Saint-Gobain PAM a disparu, maintenant on est juste une filiale française d'une holding. On n'est plus Saint-Gobain PAM, on n'est plus actionnaire, donc je suis plus représentant du OCA, le représentant du CESEC OCA. Et là, on a lancé une expertise avec la direction générale sur le partenariat avec les risques et Syndex, bien sûr. Et là, ça a été riche sur tous les risques annoncés. Pour autant, la séparation juridique a eu lieu le 1er mai. On n'a plus de CESEC, on n'a plus de représentants. On est en train c'est plus de la négociation, on est en confrontation, je dirais presque totale sur tous les sujets actuellement pour essayer de remettre en place un CESEC qui fonctionne, alors sous la surveillance, alors je ne sais pas si c'est la bienveillance du groupe, et avec les nouveaux patrons qui viennent d'arriver à Saint-Gobain PAM. C'est des grands moments qu'on vit. Entendu. Merci Didier. Niels, tu as parlé d'asymétrie là. Regarde de ce que. Alors en rappelant, on l'a dit. Enfin, vous l'expertise, c'est vous en fait, mais c'est pas votre cœur d'activité. Pour autant, au regard de l'asymétrie des moyens dont tu parlais, dans quelle mesure elle a toute sa place, et ça te permettra d'enchaîner sur la deuxième séquence, qui est l'articulation avec le conseil. Ouais, et tu me poses des questions parce que je ne veux pas rentrer dans un tunnel, quoi. Alors, moi sur l'utilité de l'expertise, pour prolonger ce qui a été dit là par les collègues là, c'est que, alors, nous, plein sens, moi, l'endroit depuis lequel je parle, c'est l'expertise CHSCT, enfin, dite CHSCT. Donc, c'est vraiment des expertises qui sont concentrées sur la partie système de production, risques psychosociaux, organisation du travail, risques graves éminents, projets importants. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est depuis cet endroit-là. Alors,
déjà, oui, il faut décomposer les problèmes. Hein. Didier évoquait la législateur, enfin ceux pourquoi avoir deux expertises? Ben, c'est pas pareil, l'économique d'un côté et le travail, les conditions de travail, la santé de l'autre. C'est deux sujets, c'est complexe ensemble. Donc déjà, les décomposer, ça me semble être hyper important pour les équipes, de façon à avoir davantage d'impact pour influencer et avoir un retour politique vers les salariés et avoir une action sur l'amélioration des conditions de travail. Donc déjà décomposer. Alors, du coup, l'expertise conditions de travail, système de production, enfin CHSCT, pardon. Donc nous, le point de vue qu'on a là-dessus, donc évidemment qu'elle est utile, elle est essentielle, mais elle a quelque chose de singulier où si vous voulez, nous on la prend quasiment comme une délégation de service public, c'est-à-dire que on a un agrément du ministère du Travail, donc on n'a pas encore la certification, on est en train de s'y engager. On est engagé donc sur une méthode qui est la méthode INRS ANACT, surtout INRS, qui est une méthode ultra rigoureuse et qui est là en fait non pas pour faire une expertise servante, mais une expertise méthodologique, c'est-à-dire je décompose les causes racines d'un problème et j'outille les élus, c'est cette fameuse phase de transfert, on va y venir, pour interpeller la direction qui a l'obligation de résultat sur ce qu'il faudrait faire, mais en lui mettant sous le nez un peu les causes racines. Eh bien, ça, c'est un protocole qui est extrêmement rigoureux et qui est mobilisé dans le cadre de l'expertise quand il y a un problème en général. C'est-à-dire que ce qui peut aussi expliquer que ce n'est pas facile, si vous voulez, de commander une expertise. Quand bien même on a la majorité du CSE, c'est-à-dire qu'une expertise sur le volet SSCP, sur la partie conditions de travail, ça a une valeur légale très importante. Et donc, c'est un formidable point d'appui pour chercher à influencer, pour engager le débat, notamment sur la prévention primaire. Donc, l'utilité, elle est évidente. Mais si vous voulez, j'ai bien aimé ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'expert. C'est-à-dire que l'expertise CHSCT, elle est forcément, malheureusement, limitée. C'est-à-dire que, et ça va faire la transition, parce que sur ce sujet-là, il y a une dimension conseil qui est essentielle, voilà, avant l'expertise et après l'expertise, et qui est un peu distincte de notre point de vue, avec, si vous voulez, cette forme de neutralité où, quand je fais une expertise, et j'applique une méthodologie qui est reconnue, qui s'appuie sur des travaux, le fameux collège supervisé par Michel Golac, etc. Mais c'est des choses qui sont techniques, qui sont adossées à des fondamentaux un peu scientifiques. Et donc derrière, on doit délivrer un résultat qui est juste et qui a une valeur légale et qui en fait qui est irréfutable parce que c'est un exercice. C'est pour ça que ça se tend, qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'une expertise, c'est-à-dire qu'on vient, on vient parce qu'il y a un projet important, donc on veut savoir ce qui se passe dedans, ou il y a un danger grave et imminent. Voilà. Donc on vient parce que, malheureusement un peu trop tard, il y a une autre forme d'intervention qui est ce que nous on appelle l'expertise libre, qui se rapproche de ce qui a été évoqué aussi, c'est-à-dire soit en amont d'un PSE, alors 5 mois c'est énorme, hein, ça veut dire que c'est vraiment une volonté de codétermination, de travail, mais quand même qui est de dire, voilà, on essaye dans cette fameuse lettre de mission, qui est un moment hyper important, on essaye d'avoir une approche conjointe. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Un, l'expertise, elle est utile, mais deux, elle a un côté, et c'est en ça qu'elle est bien très formelle, alors légale, on parle de la santé des gens, et c'est incontestable en fait. Quand on pose un rapport expert, normalement, et c'est rarement, c'est pas toujours pris comme ça, comme un matériau qui est irréfutable, puisque c'est la question du travail réel qui est mise sous les en général des directions qui ne sont pas habituées à manipuler ce matériau-là. Il y a un effet de révélation qui peut et derrière avec ces intuitions, etc. Or, le sujet, c'est comment l'expertise, elle est utile. Je parle de l'expertise ici, celle que je connais, qui est l'expertise aux conditions de travail, pour avoir un impact. C'est-à-dire que pour avoir un impact sur le dialogue social et sur les conditions de travail. Alors, du coup, ça pose la question de ce que nous, on appelle le conseil. C'est-à-dire que, et qui est, en fait, il me semble beaucoup mis en exergue par le nouveau cadre, l'arrêté du 7 août 2020, puisqu'on fait appel, on dit explicitement, il y a un devoir de conseil, d'accord, et notamment
pour fabriquer de la prévention primaire. Donc, c'est-à-dire pour remonter sur la partie organisationnelle. Et il est également explicitement attendu de l'intervenant, donc de l'organisme certifié, qu'il fasse des préconisations, ici des bonnes opportunités, ainsi que des recommandations, ce qui n'était pas forcément aussi explicite auparavant. Donc derrière, ça pose la question de comment est-ce qu'on fait ça et comment, surtout, c'est suivi des faits, quoi. Alors, Nils, ouais. une petite question, je te permets de te couper, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre l'expertise et le conseil. Le même cabinet peut faire les deux parce qu'à un moment, on ne pouvait pas. Alors, si tu veux, c'est un point central, hein, et auquel on est tous confrontés. Mais moi, je trouve que les moments de conseil qui sont, je parle pour les élus ici, qui sont hyper. Il faut parler plus fort, Nils, parce qu'on a une perceuse redoutable derrière. Ah, excuse-moi. Elle est terrible, c'est pas une Bosch. Bosch, c'est la puissance. Non, c'est pas une Bosch, hein. Donc, les moments de conseil qui sont déterminants, en fait, moi, je le vois dans les interactions avec les élus. Il y a ce qu'évoquait Didier, la lettre de mission. En fait, c'est un moment qui est hyper important, malheureusement, qui n'est pas toujours pris, outillé. On n'a pas toujours forcément le temps de s'y pencher. Parce que c'est un moment d'élaboration. Élaboration d'une commande, on va le voir, c'est hyper important. Et là, on commence à faire du conseil. C'est-à-dire qu'on priorise, on dit voilà, par rapport au contexte de l'entreprise, par rapport là où on veut aller, par rapport aussi à des objectifs politiques, comment est-ce qu'on positionne cette expertise? On doit se mettre d'accord et problématiser. C'est un vrai travail qui nécessite pas mal d'échanges, de présence. Ça se fait en 3 heures. Et ça, c'est un moment de conseil. Et l'autre moment de conseil, et qui se fait, qui est vital, c'est la phase de transfert. C'est notamment aider les élus à rendre un avis. Et bien souvent, je le dis, normalement, c'est pas, voilà, c'est théoriquement, je ne sais pas si c'est pas autorisé, mais parfois on aide les élus à rédiger l'avis. Parce que c'est un acte hyper technique et qui permet derrière d'aller interpeller finalement la direction sur ses responsabilités au bon niveau. Et c'est un acte hyper technique. Déjà, on est en train de faire du conseil, c'est-à-dire que pour moi, l'expertise, c'est de dire est-ce qu'il y a un bruit de perceuse ou pas? Est-ce que la santé des gens est menacée ou pas? Si oui, pourquoi? Et de façon extrêmement fine. Et ensuite, de dire qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Vous voyez, c'est un autre débat. Et le problème de l'expertise, Emmanuel en parlait, moi, il me semble, sur la partie limitation, c'est qu'on s'arrête à la fin de l'infoconsulte. C'est là où ça commence. C'est-à-dire, donc, si on a bien emmanché les choses avec la direction, au moment de la lettre de mission, au moment du transfert, parce qu'on parle beaucoup du transfert vers les élus, mais il y a aussi le transfert vers la direction, et qui doit s'approprier ça, et pas juste le réfuter. Et ça, c'est un toucher de balle qui est différent, et qui, pour moi, on ne doit rien changer à l'expertise. C'est-à-dire que l'expertise, elle s'impose. C'est la santé, c'est sérieux. C'est un travail d'étude. Donc après, s'agissant des opérateurs que nous sommes tous, pas que plein sens, effectivement, jugés partis. Donc est-ce que, comme dans Charlie Chaplin, on casse les carreaux pour aller derrière les remplacer? Dans le métier de conseil, on sait que c'est un risque. Tous les cabinets d'aller prêcher quelque chose pour derrière vendre. Après, on a un devoir déontologique par rapport à ça. Et il y a aussi un sujet de compétence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est compétent? À quel endroit on est compétent? Expert, on exerce notre métier, notre profession de cette manière-là, mais on est peut-être compétent pour faire du conseil. Politique ou technique, c'est pas le même déjà. C'est pas le même. Et après, effectivement, les nouvelles modalités, elles ouvrent cette possibilité-là. Donc, c'est aussi une opportunité pour finalement diversifier les activités des cabinets et aussi essayer d'avoir plus d'impact, je le redis, sur le dialogue social et sur ce que ça fabrique. Mais c'est sûr qu'il y a des problèmes déontologiques de juger parti. Il me semble que l'issue, et ça rejoint aussi la question du financement qui est essentielle, qui est s'il y a une demande conjointe de saisine de quelqu'un qui aurait fait d'un cabinet, qui aurait fait une expertise pour faire un accompagnement conseil à une demande conjointe, je pense, nous, voilà, ça fera ici un accord de méthode, là, des actions de formation, mais peut-être un peu plus, superviser du pilotage de plans d'accompagnement, ça peut être pertinent. Et la question du financement, comment on finance ce conseil? Comment on le finance? Moi, je trouve qu'on l'a très rarement vu, mais quelque chose qui est formidable, c'est quand on arrive à avoir un cofinancement. C'est-à-dire que, où derrière, le prestataire, il n'appartient pas au seul commanditaire qui serait ici la direction dès qu'on sort de l'expertise. Mais c'est bien, ça peut être une coproduction.
Voilà, avec un financement de part et d'autre qui fait que l'expert, ici, le consultant, travaille pour tout le monde. Bon, voilà, pardon, je m'arrête là. Non, mais parfait. Merci, Niels. Ben justement, tu parlais de technique politique, hein, l'apport technique que vous pouvez, que vous pouvez apporter et son équilibre avec l'apport politique. Niels, je me permets de te couper le micro. Oh. Ouais. C'est moi, hein. Non, en fait, c'est pas toi, mais... Non, c'est pas toi, en fait. Mais où est cette perceuse? Mais excusez-moi, je me fais mon film dans ma tête depuis tout à l'heure, là, mais à la recherche de la perceuse, c'est peut-être moi, mais non. Gilles, justement, pour toi, c'est quoi? Par exemple, il y a un trou dans la raquette, il y a un accompagnement à la négo qui est prévu pour l'égalité pro et pour les PSE. C'est simplement le strict cadre de l'accompagnement à la négo qui est dévolu aux experts. Et alors qu'il y a des incantations au développement de la négociation en entreprise sur des spectres bien plus larges que celui du PSE dans une situation qu'il demande ou de l'égalité professionnelle. Pour toi, Gilles, dans quelle mesure la prérogative, c'est vraiment la prérogative des syndicats d'accompagner leur section sur le champ de la négociation et pas celle des experts, moins celle des experts. Tu les sens moins, tu les vois moins là-dessus. Oui, tout à fait, justement parce que il y a du politique et que le politique ne peut être que du ressort de l'organisation syndicale. Et quand on est en négociation, on n'est pas tous forcément sur la même longueur d'onde entre organisations syndicales, ce qui justifie la richesse des débats par la diversité. Mais ça veut dire que l'expert peut difficilement se positionner sur cette partie politique, puisqu'il y a plusieurs politiques différentes autour de la table. La plus-value qu'apportent aussi les organisations syndicales par rapport aux élus non syndiqués, c'est justement cette capacité que l'on a à apporter une expertise technique et juridique aussi qui manque sur les non syndiqués. Toutes les confédérations sont organisées pour donner de l'information, pour donner de la formation et pour apporter des documents qui sont bien structurés. Et par exemple, à la CFE-CGC, sur toutes les thématiques, on a des guides de négociation, on a des fiches qui permettent de monter en compétence nos élus. Et ces fiches, justement, elles portent et sur la technique, et sur le juridique, et sur le conseil politique que l'on peut donner. Ce qui n'exclut pas, par exemple, forcément l'appel à l'expert, puisque dans certains guides, on fait référence justement à l'appel à l'expert qui peut apporter une plus-value particulière. Je pense par exemple sur le guide télétravail, qui fait une 40aine de pages chez nous. Eh bien, il y a un moment, on peut conseiller si l'organisation qui est mise en place peut apporter des risques pour la santé des salariés, comme Niels vient de l'évoquer, eh bien là, on peut, sur une petite partie du sujet, à faire appel à un expert parce qu'il y a une plus-value qu'il pourra apporter en connaissant bien l'entreprise. Par contre, sur toute la partie technique et juridique, je pense qu'on a la capacité de former nous-mêmes nos militants. Entendu, mais ça, là, je me permets de te relancer, Gilles, par rapport à ce que disait Emmanuel. On disait, Emmanuel, tu disais toutes les CSE où il y a un élu syndiqué, puis le reste, ils sont non syndiqués, ils sont non syndiqués. Le fait de dire l'accompagnement à la négo, il doit être la prérogative exclusive entre guillemets des syndicats, dans quelle mesure c'est un peu limitant par rapport à la réalité de la composition des CSE actuelles? Déjà, la règle de base, c'est pas le CSE qui négocie. Oui. La règle de base, c'est le délégué syndical qui donc représente les organisations syndicales représentatives qui doivent mener la négociation. Alors bien sûr, les ordonnances ont permis d'autres types de négociations maintenant, mais la règle de base que l'on défend, nous, c'est de confier la négociation à ceux qui maîtrisent justement ce domaine-là et qui ont l'expertise en interne. Donc, bien sûr, là où il n'y a pas d'organisation syndicale, les règles sont différentes, mais je dirais c'est peut-être aussi un argument à préserver pour justement implanter l'expertise dans les entreprises où nous ne sommes pas encore présents. Si on confie systématiquement à l'expert, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer le syndicalisme tout simplement, quoi? Entendu. Merci Gilles. Ok, parfait. Didier,
C'est quoi la réalité? Toi, comment tu la vois, le besoin de conseil dans les négociations ou le besoin de conseil, on ne parle pas d'expertise là. Comment tu le vois, le besoin potentiel de conseil que vous avez d'ores et déjà, ou à venir, enfin, ou le besoin que vous auriez, surtout dans la situation dans laquelle vous êtes. Il faut que tu actives ton micro, Didier. Oui, c'est plus simple avec le micro. Déjà, quand même, un petit coup de gueule. J'entends là sur ce qu'on pose en termes de moyens, d'expertise et tout ça. Alors, effectivement, moi, je suis rentré il y a 20 ans et Gilles fait partie des gens qui m'ont formé avec les supports de la CFE et toutes les formations qu'on peut faire. Aujourd'hui, le CSE, c'est quand même une perte de moyens dans la négociation, c'est quand même une perte de ressources pour les élus. C'est quand même beaucoup de choses qui vont comme ça et je vois mal comment ça va évoluer dans le bon sens pour les entreprises. Donc c'est pour ça que j'avais fait le petit jeu de mots. Le CSE, c'est le comité sociétal de l'entreprise. C'est vers là qu'il faut qu'on aille. J'ai mes collègues, ça fait 20 mois qu'on est élus, hein, le mandat au siège, moi je suis titulaire du siège, ils se cassent encore les dents sur les réseaux sociaux. Et moi, de l'autre côté, bon, je suis, j'ai été secrétaire du CCEC, des CFE-CGC. Je porte des dossiers. On a proposé un projet d'entreprise pour une entreprise de 6000 personnes avec une société à mission pour la gouvernance et des stratégies de développement de produits, de marché. Et on l'a proposé il y a un an au conseil d'administration de la société. Aujourd'hui, on travaille sur la RSE. Donc avec des sujets qui sont lourds, qui englobent énormément de choses. Et je travaille énormément avec un député local de Toul, Dominique Potier, qui est sur la loi de devoir de vigilance des grandes multinationales. Donc là, il y a vraiment des choses à développer, des choses à faire. Et je ne sais pas comment mes futurs, moi j'essaie de former des gens pour me remplacer, avec la CFE-CGC, aller chercher, bon, c'est un CFE-CGC Sidérurgie, on est bien passé sur le bassin lorrain avec Florange, Mittal, Pont-à-Mousson, avec nos fourneaux. Donc on a de la matière, mais on a un peu de ressources, mais on a de moins en moins de moyens. Et pourtant, les sujets RSE, il va falloir les traiter et vite pour les grands groupes, et vite pour les... Il y a des tas de sociétés qui font pas de PSE. C'est-à-dire que les effectifs diminuent, bon an, mal an, on a du mal à gérer les compétences. Il n'y a pas de négociation de plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, c'est terrible pour les bassins, quoi. Non, l'idée, c'est que les politiques nous ont aidés ils sont montés, tous les politiques lorrains ont fait l'union sacrée, ils sont montés voir le gouvernement, ils ont posé des questions à l'Assemblée nationale pour PAM, donc c'était des grands moments qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on continue à travailler sur cet aspect entreprise. En plus, on a la chance d'être une entreprise, je dirais, de 6000 personnes à taille humaine, et puis avec une histoire industrielle merveilleuse. Et je pense qu'on va y arriver, mais je ne sais pas comment va être la relève, mais c'est un problème. C'est un problème politique, là, du coup. Ouais. Entendu. Merci, Didier. Dominique, Olivier, quand on parle d'expertise, on a souvent, enfin, on a l'image du côté one shot de l'expertise qui arrive et comme disait le Niels, après l'information consultation, voilà, ça se termine, voilà. Toi, tu me racontais que pas sur des projets industriels, mais sur des projets de réorganisation de services. Par exemple, tu étais susceptible d'accepter que l'expert mène une première partie de sa mission à un moment T, et qu'il remène l'autre partie de sa mission quelques mois après pour voir les usages, la réalité des usages, du déploiement de l'organisation et les deltas qu'il y a par rapport au projet qui avait été annoncé. Dans quelle mesure, là, on n'est pas en train de glisser vers du conseil quelque part? Oui, je ne sais pas si c'est du conseil ou si c'est toujours de l'expertise. Moi, j'appelle ça un regard externe. Notre groupe fait 400 000 personnes. Et elle s'est orientée depuis 2 ou 3 ans sur les organisations transnationales. Je vais vous donner un exemple. Il y a des achats indirects encore. Enfin, il y a des achats indirects et en France, ils sont à peu près 20 personnes. Et ils s'occupent, ça va, de l'avion, du train à la ramette de papier. Aucune de ces personnes n'a un manager en France. Aucune. Il est en Allemagne, il est en Angleterre, il peut être en Turquie.
Quand vous mettez en place ce type d'organisation, sur le papier, c'est idéal, hein, ça fonctionne. C'est pas vrai. C'est pas vrai pourquoi? C'est pas vrai parce que ils échangent comme on le fait là aujourd'hui. Ils prennent rarement une tasse de café ensemble. Ils parlent sur une langue intermédiaire. Et ça veut dire que dans ce type de projet de réorganisation, on a beau faire appel à un expert au départ, ou conseil. Je suis pas sûr que si le conseil ne vend pas la soupe, c'est un super conseil. Mais l'intérêt, c'est de faire fonctionner l'organisation. On la met en place. On la met en place sur 6, 9 mois éventuellement, et on refait un bilan, parce que les gens auront vécu cette organisation. Et c'est ce vécu que doit prendre en compte le conseil. Et nous également, d'ailleurs, direction et direction de ce service. Et l'intérêt, c'est justement de faire un point, parce que sur cette prévention primaire, on ne se rend pas compte toujours des organisations qui peuvent être toxiques. Et je pense que dans ce type d'organisation transnationale, il y a toujours un peu de toxicité. Et si la direction n'est pas capable de la regarder, ben, qu'elle se fasse accompagner par un expert. Et c'est pour ça que c'est l'intérêt de la faire en 2 temps. Ah ouais, intéressant. Et tu m'expliquais aussi que en tant que DRH, dans le cadre des expertises, entre guillemets, vous n'étiez pas dupe sur le fait que dans l'expertise, il y avait un volet dans le budget qui servait à l'accompagnement quelque part. Et que ça, il y avait un caractère officieux du truc, mais que tous les cabinets font de façon diverse et variée. Et dans quelle mesure il y a peut-être moyen à un moment peut-être de clarifier les choses et de bien faire cette distinction entre l'accompagnement post-expertise, quoi, et le budgéter, le valoriser comme tel. Il y avait un point que j'avais évoqué avec toi, c'était dans des projets de réorganisation, alors là avec des impacts sociaux marquants, donc réduction d'effectifs, voire fermeture de sites, je me suis rendu compte de l'isolement des délégués syndicaux centraux, qui sont loin de leur fédération, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, et qui prennent en pleine tête des chocs émotionnels dont ils n'ont pas l'habitude. Je pense notamment à un délégué syndical central qui s'est retrouvé en épuisement, hein, pour ne pas parler de burn-out, parce qu'il s'était impliqué de manière très, très personnelle dans cette négociation, et il en a souffert. Et là, je me suis rendu compte que les délégués syndicaux ou délégués syndicaux centraux sont peu accompagnés, et c'est un sujet de toute manière qu'ils abordent pas tous les jours, et heureusement, mais dès qu'ils sont en relation avec cela, il y a des difficultés certaines. Et là, je me dis, mais comment ces personnes peuvent être accompagnées par leur fédération, voire par leur direction? Je pense notamment à du coaching pour pouvoir gérer leurs émotions. J'ai pas la solution pour l'instant, mais je sais que c'est très très compliqué pour les représentants du personnel d'être confrontés à ce type de situation. Et la DRH de Bosch serait susceptible de cofinancer ou de financer du coaching pour les délégués syndicaux? Bon, je pense qu'il peut y avoir trois éléments marquants. C'est la direction, c'est le CPF et c'est peut-être aussi la fédération. Mais oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est un mandat qu'ils ont de par leur contrat de travail, et on parle des conditions de travail des représentants du personnel. Donc il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et j'ai pas la bonne solution, hein, Rodolphe. Mais oui, il faut un financement. Entendu. Entendu. Merci Dominique. Emmanuel, alors toi tu m'expliquais que on parle d'expertise conseil, c'est des moyens potentiels. On parle de moyens en fait en somme, hein, dévolus aux représentants des salariés. Et pour toi, il y a un problème dans la mesure où on va négocier, les élus vont négocier et tenter d'obtenir des moyens supplémentaires quand les situations sont chaudes. Or, pour toi, le sujet, c'est de pérenniser les moyens, alors que, Gilles en a parlé, la réforme, les ordonnances ont plutôt mis à mal les moyens qui étaient dévolus aux représentants du personnel. Donc, de sanctuariser les moyens plutôt que d'en négocier comme ça au moment où c'est le plus chaud, et après de revenir à une situation hantée qui est dégradée par rapport à ce qui existait avant. Oui, tout à fait. Moi, je pense que là, le sujet qui est un petit peu sous-jacent à tout ce qu'on vient de dire,
c'est la notion de professionnalisation, en fait. On est en train de sortir la démocratie de l'entreprise, déjà qu'elle n'y est pas beaucoup, en disant qu'il faut qu'on paye des experts pour suppléer à notre travail politique. Or, nous sommes des élus. Nous sommes des gens qui ont été élus par des salariés. Nous ne sommes pas des prestataires. On n'a pas une relation, on ne doit pas avoir une relation, on va dire, financière, et heureusement, avec les gens qui nous ont élus. Donc, c'est un exercice démocratique, l'élection. Et comme dans le monde politique, aujourd'hui, il y a une remise en question de la représentation à la fois des citoyens et à la fois des salariés. Donc, moi, je pense que, je répète, l'expert comptable dans sa fonction, et il a déjà une fonction de conseil, hein, puisqu'il fait des recommandations à la fin de son expertise. Le fait qu'il nous éclaire, notamment sur les situations internationales, puisque de plus en plus, le monde économique se complexifie avec des groupes, des filiales et tout ce qui a été décrit, il y a besoin d'un décryptage. Mais le conseil, là, on en vient, je suis désolée, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un parlait de conflit d'intérêts. Aujourd'hui, les experts, certains experts donc, ne sont plus agréés, mais seront certifiés. On me parle de service public. Oui, il y a du service public payant dans ce pays. Mais enfin, tout ça, c'est quand même beaucoup plus cadré. Aujourd'hui, le conseil, l'étude, conseil et formation, parce que les experts forment aussi. Et tant mieux, d'ailleurs, souvent l'expert comptable, quand vous prenez un cabinet d'expertise, eh ben, c'est à lui que vous allez demander de vous former, ou au syndicat, ou à lui. Souvent, quand il n'y a pas de syndicat, c'est lui. Mais on peut espérer qu'il a été conseillé par un syndicat et vous êtes formé aussi sur votre travail, d'accord? Donc, toute cette influence-là, d'un coup, cette palette beaucoup plus large qui est donnée à des gens de son poids, je ne suis pas en train de remettre en question l'intégrité personnelle, mais c'est quand même, il y a quand même des choses à regarder là-dedans. Nous, notre rôle en tant que syndicat, c'est d'avoir des moyens, dès le début, et surtout dans le privé, parce qu'on n'est pas dans le public. Nous, par exemple, un délégué syndical, il n'est pas déchargé. Hein. On a des heures de délégation selon l'effectif de l'entreprise, selon les mandats qu'on a, et d'avoir des moyens pour s'occuper concrètement de la politique sociale de l'entreprise et la ramener aux salariés. Donc, en fait, il ne s'agit pas de nier les experts. Moi, j'ai commencé en disant oui, il en faut, mais il y a une limite. Mais le rôle politique, il est légitime parce que nous, ça vient d'une élection. Et les syndicats, qui sont quand même à la base de l'invention, en tout cas de l'élaboration des CE, hein, ça vient pas c'est quand même venu des syndicats, on est bien d'accord. Donc, la professionnalisation du dialogue social peut avoir des limites, des graves limites, et je pense qu'il faut faire attention. Je ne sais pas si j'ai bien répondu tout à ta question. Voilà. Pour les moyens dès le début, pas forcément en période de crise en disant je vais vous donner quelques heures parce qu'on est en PSE. Oui, tout à fait, bien compris. Parfait. Merci Emmanuel. Eh ben, je te parle. On enchaîne sur la 3e séquence sur les parce qu'on agrège de la ressource, qu'elle soit liée à l'expertise ou liée au conseil, et quid de la capacité à en faire un outil un support de communication, des leviers pour interagir avec les salariés. Dans quelle mesure cette information doit être diffusée, portée auprès des salariés par les élus? Justement, voilà, tu parlais de leur rôle, vous avez été élu, quid de votre responsabilité à porter l'information auprès des salariés qui vous ont élu? Alors, tout à fait, il y a, là pour le coup, on va parler vraiment dans le monde réel, il y a souvent une ignorance, notamment des nouveaux élus, sur qu'est-ce qu'on fait de cette expertise, quand on a fait une expertise. Notamment, je pense aux expertises sur les alertes économiques. L'alerte économique, c'est un rapport qui est fait par le CSE avec un expert très souvent, évidemment, et ça donne lieu à des rapports assez conséquents, assez volumineux. Et ce qui peut arriver, c'est que l'employeur, ou en tout cas il y a une pression, où on vous dise bon, maintenant que vous avez votre rapport, je vous le donne à vous, élus, mais les élus, ou avec derrière un petit peu ce que ça sous-entend, c'est que vous ne les donnerez pas aux salariés parce qu'en gros, il y aurait une sorte de confidentialité. Or non, bien évidemment, toute expertise, tout rapport d'expert, c'est fait. Le CSE représente les salariés. En fait, il faudrait arrêter de dissocier ça. Nous, on est déjà des salariés, on représente les salariés. Donc, à partir du moment où quelque chose tombe entre nos mains, en plus qui a été demandé par le CSE, il doit être diffusé aux salariés. Alors, bien évidemment, d'abord, les experts ont un devoir de confidentialité. Il y a certaines choses qui sont
bien cadrés et qui ne peuvent pas être diffusables. Mais le rapport d'un expert, ce n'est pas le document d'origine qui est fourni, c'est une conclusion, une analyse. Donc déjà, savoir qu'il faut diffuser ça aux salariés. Alors, ça doit être un outil pour nous, tout simplement, de la réalité de la société, toujours pareil. On ne peut pas prendre, en tant que salarié, déjà, de savoir vers où ils vont, ce qui va advenir d'eux dans un futur proche, savoir exactement la politique, la stratégie d'une entreprise, savoir qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur leurs conditions de travail, de salaire. Donc tout ça, c'est... Mais Emmanuel, c'est ça. Emmanuel, la question que je pose... L'expertise, juste, elle sert à ça, en fait, pour nous, à la base. Hein. Ok. Et est-ce que vous... Excusez-moi, j'ai un Larsen, j'ai un retour terrible, mais je continue à parler, c'est pas grave. Oui, dans quelle mesure vous avez pour toi, vous êtes en capacité à vraiment transformer cette matière première produite par les experts et les conseils pour pouvoir nourrir les échanges avec les salariés. Vraiment, est-ce que vous le faites dans les entreprises où vous êtes présente? Est-ce que ça c'est fait? Au-delà du fait de distiller quelques passages dans des tracts des uns et des autres, je ne parle pas de ça, moi. Hein. De toute façon, on va dire qu'un CSE ou un syndicat dans une entreprise qui fonctionne bien, qui arrive à bien fonctionner, oui, il le fait. Je ne vais pas vous dire que ça n'est pas fait. Ça doit être fait, ça fait partie de nos prérogatives, de même que beaucoup de choses qu'on apprend en formation syndicale. Hein. Donc la communication du syndicat, c'est le plus important. Donc en tout cas, nous, on pousse à ce que ce soit fait. Entendu. Merci Emmanuel. Je profite par rapport à ce que disait Dominique sur le coaching. Il y a Frédéric Leluc qui dans la salle là, qui partage son expérience d'un PSE où là l'expert, il avait intégré dans le package le coaching. C'est l'expert qui avait intégré, a priori, si je comprends bien ce que dit Frédéric, c'est que dans son package, l'expert, il avait intégré la dimension coaching pour éviter que les élus, les négociateurs se grillent. Didier, par rapport à la capacité à partager la ressource, notamment l'expertise ou la mission de conseil. Avant de te donner la parole, moi je voudrais simplement préciser, nous on va mettre en ligne prochainement un article sur Miroir Social concernant une entreprise où le cas est intéressant. Elle aussi, c'est une histoire de mise sur le marché. Il y a eu un rapport d'expertise qui a été produit par un cabinet d'expertise. Et ce qui est intéressant, c'est là que les salariés, ils sont même pas au courant, parce que même les élus sont incapables de le partager entre eux. C'est-à-dire qu'il y a que le secrétaire qui a accès au rapport, et que la commission éco. Dans la commission éco, on s'est bien entendu pour éliminer et sortir ceux qui ne devaient pas y être. Et résultat, il y a une partie des élus qui n'ont pas accès au rapport entier sur cette mise sur le marché d'une entreprise qui s'appelle Vente Colis Privé, filiale d'Adrexo. C'est quand même bon, ça peut interroger. Et toi, Didier, tu me disais que justement, l'information qu'il y avait dans le rapport, il fallait pas en faire n'importe quoi. Et pour vous, il y avait une grande vigilance sur. C'est bien beau peut-être de dire on le partage avec les salariés. Dans la réalité des faits, c'est moins facile, Didier. Oui, tout à fait. J'ai les deux casquettes. J'ai le mandat de DSC et j'ai été je pense être bientôt encore de nouveau secrétaire du CSEC. Et donc, d'un côté, je communique au niveau syndicat avec tous les outils du syndicat et notamment, in fine, avec les accords. Côté secrétaire CSE, là, on communique avec les supports qui sont faits pour, donc les PV, et à la sortie des expertises, nos avis. C'est l'avis qui fait que le rapport d'experts, il y a un certain nombre de données, déjà qui pouvaient être, qui si elles sortaient de la société, pourraient nous poser des problèmes. Hein. Nos concurrents sont chinois, sont indiens, donc ils veillent à récupérer tout ça. Donc là, on a ce problème de confidentialité. J'ai mon collègue DSC CFTC qui s'est pris un avertissement parce qu'il a mis un seul chiffre dans un magazine CFTC, donc ça fait réfléchir à deux fois sur les choses. Mais bon, il y a quand même l'aspect stratégique non plus qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Il y a les avis, ils sont faits pour ça. Et les gens qui sont intéressés par un rapport sur les RPS ou qui sont intéressés par des données, et donc on leur donne l'accès au rapport de l'expert
mais on ne voit pas le rapport de l'expert à tout le monde. Ça sert strictement à rien. Au pire, ça va créer des frustrations. Les lectures sont pas simples. On fait des réunions préparatoires qui durent des fois une journée complète sur un rapport pour un CC qui va durer 2 heures sur le sujet, quoi, hein. Donc les échanges sont là avec les élus. Le but, c'est de monter les élus en puissance, tous syndicats confondus, hein, pour que le CSE travaille et soit pertinent en face de la direction. Et la direction, pareil, échange avec nous, quoi. Moi, je suis responsable qualité. Je suis dans un CODIR, hein, un comité de direction, et donc j'ai accès à un certain nombre d'analyses, je dirais des analyses de marché, des choses comme ça que je retrouve pas dans le rapport de l'expert, hein. Donc tout n'est pas donné à l'expert non plus, hein. Donc il faut qu'on rassemble tout ça, et puis qu'on essaie d'expliquer. On travaille pour l'entreprise. Et on a notre mission. Le salarié, s'il veut s'intéresser à la vie d'entreprise, eh ben, il vient chercher la formation et il la trouve dans les PV, il la trouve dans un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'on devient militant, hein, de fait, hein, naturellement. Ouais. Merci Didier. Sachant qu'a priori, de toute façon, même les élus ne sont pas... Tous les élus ne lisent pas le rapport en entier, hein. On est d'accord que le taux de lecture du rapport... Oui, c'est bon. Alors après, moi, j'ai la chance, je viens de comprendre avec l'émission que j'ai la chance d'être dans un grand groupe français, Saint-Gobain. Donc, tout s'applique à tout l'ensemble du groupe. Mais quand on reçoit le rapport de l'expert de groupe, naturellement, la première chose qu'on va voir, c'est les 4 pages qui parlent de nous, quoi. C'est naturel, avant de remonter sur les problèmes de stratégie et les autres sujets. Mais, et tous les élus ne lisent pas les rapports, c'est compliqué. Et de fait, après, chacun, c'est aussi énormément de données. Donc, on va chercher là où on est compétent, on va chercher là où on a besoin d'informations, et pas forcément sur tout. Typiquement, on a travaillé sur la politique sociale, on a mis un point d'orgue sur la GPEC, mais on l'a monté en 2 expertises consécutives. Une première sur la formation et une deuxième sur une première sur la GPEC, sur les besoins, et une deuxième sur la formation. Et ça a été monté avec l'expert sur plusieurs années. Donc, c'est construit, ça avance. Mais c'est pour les élus, c'est pas pour les salariés. Les salariés en auront de bénéfices si on arrive à s'en sortir. Entendu. Merci Didier. Gilles, là-dessus, justement, alors, dans quelle mesure il y a matière quand même à travailler sur peut-être des formats, des supports qui permettent d'aller au contact avec les salariés sur la base de ce qui est produit en matière par les tiers? Déjà, la stratégie de communication, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement politique pour les organisations syndicales. Alors après, comme tu viens de le dire, le rapport, il est souvent énorme, donc c'est très difficile de communiquer sur un rapport global, mais on doit être en capacité d'en extraire la substantielle moelle, et ça, c'est là peut-être que l'expert peut-être comme ils le font souvent d'ailleurs, par une synthèse de quelques pages, apporter les éléments importants, mais qui sont du ressort technique, puisque dans la stratégie de communication, on communique bien sûr sur les éléments factuels de l'entreprise, mais on communique aussi sur le positionnement politique que l'on a par rapport à ces éléments. Et je ne suis pas persuadé que sur cette partie de stratégie, l'expert puisse apporter quelque chose de particulier. Il peut apporter quelque chose sur la technique, mais sur la stratégie même de communication, c'est extrêmement délicat. D'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les politiques sont divergentes entre les organisations syndicales. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, par exemple, c'est que dans les formations que nous, on donne à nos militants, il y a la formation sur la partie santé, organisation qui est à part, il y a la formation lecture du document de technique, économique, etc., qui est une formation à part, et la communication, c'est une formation spécifique. Donc c'est bien la preuve que les 3 sujets peuvent être différents, et ça veut dire que l'expert ne maîtrise pas forcément la vision communication aussi. Entendu. Ensuite, pour terminer, sur la divergence, je vais citer un exemple. On vient de sauver une entreprise dans le Jura, Jacob Delafont. Il y a plusieurs mois, 6-8 mois, 2 organisations syndicales dans l'entreprise. Une, quand le groupe Colère annonce la fermeture du site, qui pense que c'est fini et que la seule chose à faire, c'est négocier le PSE et essayer de tirer un maximum pour les salariés. Et la CFE-CGC qui dit non,
on s'appuie sur le même expert qui dit la situation économique, elle est encore viable. On peut encore faire de la céramique française. Et on se bat justement pour essayer de retrouver un repreneur. Donc, comment on communique alors que c'est le même rapport d'experts qui est à la base et qu'il y en a un qui pense que l'usine est foutue et la CFE-CGC qui dit qu'il faut qu'on trouve un repreneur parce que c'est la dernière production de céramique en France que l'on a et si on laisse partir le savoir-faire, eh bien, c'est fini pour la France, pour la céramique. Donc, comment, dans ce cadre-là, on peut établir une stratégie de communication? Je crois que c'est un exemple qui illustre bien la difficulté de l'exercice. Merci de l'illustration, Gilles. Et d'ailleurs, je passe la parole à Dominique. Et Dominique, tu vas mieux le dire que moi, mais pour toi, en tant que DRH, tu vois cette ressource produite par des tiers comme autant de vecteurs de communication au service des élus, mais quand on en discutait ensemble, tu leur donnes aussi des moyens pour pouvoir aller au contact avec les salariés, la partager cette information, mais le problème, c'est que la capacité des syndicats à afficher un front commun et à avancer ensemble par rapport à un socle de ressources. Oui. Je suis en train de dire en même temps le chat est écouté. Et je suis un peu sidéré de ce que peuvent vivre certains représentants du personnel. J'ai bien aimé la formule de Gilles qui disait l'entreprise c'est un bien à partager. Bien sûr, c'est évident. Et je comprends toujours pas. Bien sûr qu'il y a des zones de conflit énormes lorsqu'il y a des restructurations. On peut imaginer que ça va pas se passer simplement. Mais en dehors de cela, si on ne fait pas comprendre, participer, expliquer aux salariés les enjeux de l'entreprise, on perd une performance collective qui est incroyable. Mettre les personnes devant les enjeux, les résultats, les bénéfices. Bien sûr, faut que j'ai la chance dans le groupe Bosch que ça soit une fondation et donc pas simplement avec des actionnaires avides. Mais faisons en sorte, et je dis que c'est l'entreprise, c'est de la direction que cela doit venir. Faisons en sorte qu'il y ait un mode, alors participatif, il faut bien faire attention. Le mode participatif, quand je fais un projet de réorganisation comme à Rodez, c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais faisons en sorte de faire participer les uns et les autres, au-delà du CSE, au-delà des organisations syndicales, et sans enlever les prérogatives de ces élus, faisons en sorte d'avoir des chemins de communication à partager. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait des réunions annuelles, biannuelles, dans lesquelles il y a des réunions du personnel avec tant la direction que les membres du CSE ou les organisations syndicales? Moi, j'avais mis en place, je crois que c'est toujours le cas, lors des embauches des salariés, de faire intervenir d'une part les organisations syndicales. Vous savez, on fait la formation sur la sécurité, on fait la formation sur les process, sur ce qu'on appelle la compliance, mais on demande aux organisations syndicales d'intervenir et au secrétaire du CSE aussi de présenter le rôle du CSE et le rôle des organisations syndicales. Ça donne une perspective complètement différente. On n'est pas dans une communication conflictuelle, elle le sera à certains moments. Mais même si elle est conflictuelle, elle doit être positive. Entendu. Et tu parlais d'approche participative dans un cas comme Rodez, tu me disais que où vous allez passer de 1200 à 500 salariés. Par contre, ça c'est assez limite, l'impliquer les salariés parce que c'est plus compliqué, non dans un schéma où vous faites du moteur thermique, voilà. C'est une usine dédiée à 100% au diesel, donc il y a une nécessité de reconversion. En même temps, elle est participative dans le sens où, sur le fait de cette baisse d'effectifs, une procédure d'infoconsultation, c'est 4 mois. Le message, on l'a passé le 5 mars et on finira normalement toute cette période fin décembre. Donc, on a mis en place au préalable de l'infoconsulte du CSE, qui est quand même un petit peu comme un entonnoir dans lequel on met les représentants du personnel, une phase de dialogue avec les organisations syndicales au préalable de l'infoconsulte. Mais c'est pas participatif parce que ce projet a été décidé par le groupe et il est présenté. Ensuite, il essaie d'être mis en place et là, il essaie d'être mis en place en collaboration avec les représentants du personnel. Entendu. Merci Dominique. Alors Niels, sur le sujet communication fort actif, ton micro, Niels.
Alors, non, mais moi, je partage tout ce qui a été dit là. Alors, c'est pas évident parce que, à la base, nous, enfin, je pense, c'est que c'est une ressource, voilà, un rapport d'expertise, c'est une ressource sur les conditions de travail, c'est une ressource qui a vocation à être partagée sur le fond. Parce que c'est censé, par exemple, dans le cadre d'un audit sur les RPS ou d'une expertise qui aurait lieu sur les RPS, c'est une ressource qui va appeler, c'est un résultat qui va appeler des actions, notamment mettre en place des moyens de prévention, une politique de prévention. Et ça concerne tout le monde. Donc, sur le principe, il y a le sujet de rendre compte, finalement, et d'avoir une transparence technique sur le contenu. Moi, je trouve que c'est absolument essentiel en termes de philosophie. Je sais que, par exemple, quand on fait des interventions hors expertise, sur des démarches, voilà, avec des observations du travail, animées dans des logiques un peu participatives en repartant du travail réel, la conception d'organisation. Évidemment, quand on fait participer des gens, on leur doit la restitution. Quand on fait des entretiens, des enquêtes de climat social hors expertise, on doit une restitution aux gens. C'est la base. Maintenant, moi, je comprends tout à fait à quel moment, qu'est-ce qu'on communique et à quel moment. Donc, dans un rapport d'expertise, si on veut le communiquer, effectivement, c'est une forme, vous l'avez dit, hein, qui est complexe, mais c'est l'exercice aussi qui veut ça. C'est une pièce, ça peut constituer aussi une pièce légale dans le processus. C'est compliqué, il y a plein de choses. Donc, oui, c'est ça qui fait sa valeur. Mais derrière, si on veut le communiquer, d'un point de vue technique, il faut prévoir quelque chose qui est destiné au plus grand nombre. Et après, ça pose la question. Et là, moi, je sors de mon... c'est plus forcément notre compétence, mais qui est de dire si on le communique, c'est la cohérence entre le contenu du rapport, l'avis qui a été rédigé donc, par le CSE, par les élus et qui a été rendu, et les actions mises en place ou pas, suite. J'ai vu là dans le chat, en fait, les gens, ils piochent, la direction, elle pioche parmi ce qu'elle veut faire, etc. Et derrière, quand on le communique, ça a évidemment un impact. C'est-à-dire qu'on vient révéler la cohérence ou l'incohérence entre ce qui a été pointé et ce qui a été mis en place derrière. Mais c'est une ressource commune, hein, moi, je trouve. Mais est-ce que dans quelle mesure ces ressources, tant expertise que conseil qui peut être fait, peut nourrir le participatif? Parce que les démarches participatives, vous en avez fait, vous en faites, en amont de l'information consultation. Dans quelle mesure ça peut nourrir? Le truc, c'est que on a beaucoup travaillé chez Michelin, voilà, beaucoup sur du dialogue social en anticipation, mais hors effets sociaux, ce que disait Dominique. Donc là, tout le boulot, et avec des confrères en face qui étaient en position de conseil côté élu, ça a été d'avoir une discussion sincère sur les bons objets de travail, sur la réindustrialisation d'un site, avec un gros investissement derrière. Donc d'arriver à s'assurer que la discussion, en fait, sur les aspects sociaux, industriels, organisationnels, flexibilité choisie, comme ils appelaient ça, passage en 5-8, départ à la retraite, GEPP, que tout ça, si vous voulez, fasse l'objet d'une discussion la plus large possible au sein de l'entreprise. Donc il y a une forme de sincérité à avoir. On parlait de loyauté aussi, de dire, si je fais du participatif, si j'ouvre le jeu, c'est que j'ai les marges de manœuvre pour le faire. Sinon, c'est une instrumentalisation ou c'est un truc pour mettre devant le fait accompli qui, moi, de mon point de vue, est assez déloyal. Donc la question, c'est que dès qu'on communique, et si on veut outiller du participatif, il faut avoir les moyens de sa politique derrière. C'est-à-dire les marges de manœuvre, c'est-à-dire si on met des problèmes sur la table, on les montre à tout le monde, derrière, il faut avoir les moyens de les régler. Vraiment. Entendu. C'est une vraie question sur laquelle il faut interpeller aussi tout le monde. Ouais. Entendu, parfait. Écoutez, on arrive, on n'est pas loin de 10h30. Dominique, il y a une question qui vous est adressée. Vous dites que ce n'est pas du participatif sur la décision ou les mesures de la réorg. Quel champ laissez-vous à la négo sur Rodez, en gros? Mais bon, on n'est pas vraiment dans le sujet, mais bon. Si vous voulez répondre, c'est comme vous le sentez. On vous entend pas, Dominique. Oui, ça va être mieux avec le micro. Ouais. C'est un petit peu compliqué pour répondre à la question de Frédéric, parce qu'on est en pleine négo.
Par exemple, c'est les mesures d'accompagnement social. C'est aussi ce qui va être dans la logique du participatif, c'est les contre-propositions que feront à partir du rapport de l'expert le CSE. Et là, on a un mode qu'on peut appeler participatif. Mais il faut être honnête sur le sujet. Si je prends le secteur diesel, c'est une activité qui fait 80 000 personnes chez Bosch. Tous les sites sont impactés par des baisses d'effectifs et certains vont certainement être fermés. Donc il y a une logique malheureusement de réorganisation pour une transformation des activités industrielles et celle-ci, je dirais qu'elle s'impose. Après, elle peut se mettre en place et surtout dans les conditions de travail, ça j'en suis convaincu, dans un mode très participatif. Mais sur des orientations qui font que dans la norme Euro 7 et vis-à-vis des constructeurs qui se disent tous arrêter le moteur thermique en 2030 ou 2035, les orientations stratégiques d'une division telle que le moteur thermique, elles ne peuvent que s'imposer. Ensuite, c'est la mise en place qui nécessite un vrai dialogue participatif. Entendu. Dominique, ça sera ton mot de la fin. Merci à toi. Oui. Merci à toi. On va faire un tour de parole conclusif que tu as entamé, Dominique. Donc, avec Gilles. Vas-y, Gilles. Oui, alors je crois qu'il faut peut-être terminer sur une note un peu positive et Niels l'a bien expliqué, c'est effectivement l'expertise est une ressource, hein, il faut le voir en tant que telle. Comme on s'appuie sur des études universitaires, sur un tas de documents factuels, je crois qu'il faut qu'on ait à l'esprit que cette expertise n'est pas une expertise pour des empêcheurs de tourner en rond, mais c'est une expertise qui doit être partagée entre les élus et les représentants de la direction, de manière à avoir une base commune de travail qui permette une loyauté des débats dans les situations à venir, et en particulier dans la marche normale de l'entreprise. Moi, je tiens beaucoup à la notion d'expertise dans la marche normale de l'entreprise et qu'on puisse avoir ce débat loyal sur une base partagée. Voilà. Merci Gilles, parfait. Didier? Oui, je ferai la synthèse de Dominique et Gilles. Globalement, c'était un dialogue social participatif. Les expertises sont à partager avec la direction et les salariés, les élus, des salariés et des salariés. Et globalement, il faut qu'on aille sur du participatif le plus qu'on peut et anticiper quand on peut pour les points durs, on les connaît. Nous, on cherche un repreneur pour Saint-Gobain-Pam. À un moment donné, il va falloir qu'on se mette autour de la table pour savoir si on cherche ensemble, tous ensemble, ou si chacun de son côté, quoi. Et on est prêt à la démarche. On a suffisamment d'éléments pour le faire et on va faire en participatif. Et l'idéal, c'est sur la base du rapport intègre de l'expert, quoi, qui donne des éléments pour qu'on puisse discuter loyalement de tous les sujets, même qui fâchent, quoi. Il faut qu'on puisse le faire. Si on ne discute pas, il n'y a pas de dialogue social, c'est clair. Merci Didier. Emmanuel. Oui, je partagerai certaines analyses avec quelques bémols quand même, notamment sur ce qui a été dit à un moment sur le fait que les élus ne lisaient pas les rapports. C'est moi qui l'ai dit, Ouais, je voudrais quand même pas qu'on fasse une image caricaturale quand même du travail des IRP qui est déjà compliqué. J'espère qu'ils les lisent, enfin qu'au moins ils l'essayent. Enfin, c'est notre fonction, donc on peut pas laisser dire ça, parce que si vous demandez. Certains le lisaient pas. Et que vous ne les lisez pas, non, dans ce cas-là, voilà, on peut pas, comme vous disiez tout à l'heure, partir de l'exceptionnel et en faire une généralité. C'est vrai. Ensuite, moi, je maintiens que l'expertise est nécessaire, mais qu'elle ne doit pas remplacer le rôle, notre rôle en tant que syndicat, d'analyser. C'est une ressource, les ressources d'expertise. Elle doit être continue pour que cette ressource soit là en permanence, pour que les élus, les syndicats s'en emparent, pour analyser la situation de l'entreprise et le ramener aux salariés. Je ne partage pas l'idée, on ne partage pas à la CGT l'idée de rapport uniquement partagé entre la direction et les élus.
Ça, c'est complètement impossible d'avoir ces stériles, hein, parce que vous n'obtiendrez pas, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous cherchez à obtenir dans ces cas-là, mais si les salariés ne sont pas au courant, on parle en plus de participatif, donc si au moins ils ne sont pas au courant de la base de ce qui se passe, vous n'aurez jamais leur soutien, leur appui, et sans eux, il n'y a pas de politique, on va dire, de transformation d'une entreprise, ou en tout cas de vraie prise en compte de la voix des salariés. Voilà. Merci Emmanuel, merci, message passé. Niels, à toi le mot de conclusif. Je voulais remercier tout le monde déjà, les invités et les participants. C'était comme un CSE constructif, ce que disait Catherine dans le fil, là je trouve que c'était super. Vous voyez, c'est possible en fait. C'est comme si on avait un CSE avec notre DRH, nos élus, l'intervenant extérieur qui est là. Donc ça, voilà, ça c'est possible en fait. Il faut se battre pour que ça le soit. Ce que disait Emmanuel est extrêmement important, c'est-à-dire le conseil, ça crée de la dépendance. C'est sûr. Donc, et les élus, c'est des gens qui sont élus. Et donc, mais qui ont besoin de ressources. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'expertise, c'est une ressource. Et effectivement, la question qu'il faut se poser, c'est de quel appui j'ai besoin pour faire quoi. Il y a un vrai sujet, pardon de l'anglicisme, c'est à la mode, d'empowerment, c'est-à-dire d'encapacitation, c'est d'encapaciter un peu les parties prenantes, de ramener des moyens là-dessus. Et si vous voulez, comment ça s'appelle, le consultant, côté direction, c'est un peu pareil. Les directions, elles ne sont pas élues, mais elles ont tout à fait aussi, parfois, le réflexe de se débarrasser des problèmes vers leurs consultants. Voilà. Or, le vrai sujet, c'est employeurs et élus et travailleurs et salariés. Le destin commun, il est là, quoi. Donc, nous, quand on est extérieur, on est là pour amener un déport à un moment, amener un impact s'il le faut, aider les gens à se décaler, quoi, et à assumer leur responsabilité le mieux possible. Donc, c'est un point de vigilance puis ça sera le mot de la fin, je trouve, qui est hyper important, et pour que ça continue à être une ressource. Voilà. Merci à toutes et à tous. Entendu. Écoute, merci à toi Niels, merci à Plein Sens d'avoir porté cette rencontre matinale, merci à vous 5 d'avoir participé à nos échanges, merci à la salle pour votre participation, compte rendu à suivre, vous avez le replay dès lors que ça se termine. On n'a pas parlé du conseil, mais il y avait des personnes présentes sur le conseil, le besoin de conseil et d'accompagnement des élus sur les enjeux environnementaux. Pas un truc complètement pas balisé en termes de droit, là il n'y a rien, d'accord. Donc on est d'accord, c'est un autre sujet. Et donc un gros programme de live, de direct à la rentrée pour Miroir Social et ses partenaires qu'on vous annoncera, on va dire mi-juillet, avec un gros programme qui va commencer tout début septembre. Et donc pendant ce temps-là, petit break pour bien préparer ce programme. Et merci à vous tous et bonne journée. Sujet qu'on n'aura pas épuisé et à suivre. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.